Oui, moi aussi. Bon, donc nous continuons notre série de cycles de conférences. Le thème de cette année, je vous le rappelle, faire campagne. Étudier non pas la bataille, mais la notion de campagne à travers les âges. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle qu'on a commencé avec un exemple de campagne des guerres puniques, ensuite une campagne de la guerre de 100 ans, les campagnes de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, les campagnes navales au XVIIIe, ce qui est un genre en tant que tel très, très particulier. Et nous abordons maintenant le Premier Empire, qui a été longtemps, en tout cas tout au long du XIXe et au moins de la première moitié du XXe, l'époque reine pour tous les gens qui étudiaient les campagnes militaires, puisque les campagnes du Premier Empire ont servi quasiment d'archétype, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Notre conférencier vous en dira un mot sans doute. Ont servi d'archétype de la campagne tout au long des 19e et 20e siècles. Donc, nous avons choisi ce soir 1806 parce qu'on pense que c'est une des plus belles de l'époque du Premier Empire. Alors on peut disserter à l'infini, ah non, celle de 1814 est plus intéressante, non, celle de... etc. etc. Oui, bien sûr. On a voulu éviter à tout prix 1805, qui a été rabâché... ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire, il n'y a plus rien à dire sur 1805 d'ailleurs, n'est-ce pas? Non, il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire, n'est-ce pas? Mais on voulait aborder une campagne qui nous semble absolument splendide, qui est très intéressante, qui est celle de 1806, qui a souvent été occultée par celle d'Austerlitz, alors qu'elle est au moins aussi belle, sinon plus, qui est la campagne qui va se conclure par les victoires françaises simultanées le même jour, à quelques dizaines de kilomètres de distance, de Iéna et d'Auerstadt. Hein. Et campagne contre la Prusse qui, en plus, par-delà ses aspects strictement militaires, va être politiquement et même culturellement fondamentale, puisqu'elle va être l'un des points d'origine du nationalisme allemand qui va se développer et se déployer tout au long du XIXe siècle avec les résultats finaux que l'on sait et que l'on est bien placé pour savoir, nous, en France. Donc voilà, une campagne qui est considérée comme souvent, presque, enfin par certains auteurs en tout cas, comme étant un chef-d'œuvre même encore plus grand qu'Austerlitz du point de vue de l'art et du savoir-faire de l'empereur. Enfin, c'est ce qu'ont écrit certains auteurs. Ne serait-ce que par son résultat sans appel, au moins d'un point de vue militaire, mais comme je viens de le dire, le militaire n'est pas tout. Voilà, pour en parler, Patrick Bouet, ici présent, qui travaille à la DMPA et qui travaille depuis de longues années sur l'histoire napoléonienne, qui est déjà intervenu, certains s'en souviennent peut-être, dans plusieurs manifestations organisées soit par le CEHD en 100 ans, dans la commission Nouvelle Histoire Bataille, soit l'année dernière, dans cette journée d'études que nous avions fait sur l'histoire campagne, la nouvelle histoire campagne, et qui est en train, vous allez me dire que j'avance des choses sans prouver, mais le temps le prouvera, qui est en train de nous préparer un travail sur une relecture complète de l'épopée napoléonienne qui, j'ose l'avancer, va faire parler d'elle dans les années à venir. Voilà, bon, mais je vends la peau de l'ours. Faut pas. Patrick, tu as la parole. Merci. Pour 1 heure. Merci. Et ensuite une demi-heure au public pour les questions et les remarques. Alors, première question, Laurent a commencé à y répondre. Pourquoi 1806 ? Parce que mener campagne sous le Premier Empire, question large. Tout d'abord parce qu'en n'ayant qu'1 heure, c'est une campagne courte, c'est un avantage. Parce que justement, ça apparaît comme une des victoires les plus brillantes, mais aussi, dès le départ, je le dis, démontre aussi les limites du système napoléonien.
et que c'est une des campagnes la dernière pour moi, qui a lieu dans le contexte napoléonien le plus pur. C'est-à-dire, nous avons encore une armée nationale, nous avons un terrain, c'est-à-dire l'Allemagne, qui se prête complètement à la manœuvre napoléonienne, que ce soit par ses ressources physiques ou son réseau routier, qui sont deux éléments importants. Quand je parle de ressources, c'est ressources logistiques. Qui, surtout, c'est la dernière campagne avant une des conséquences de cette campagne, c'est-à-dire l'instauration du blocus continental. Donc, à un moment où on peut considérer que Napoléon ne s'est pas encore entièrement lié stratégiquement et politiquement les mains dans sa manière de mener campagne, parce qu'ensuite, l'existence du blocus continental va peser extrêmement lourd et ne plus lui accorder, ne serait-ce qu'au niveau stratégico-politique, la même liberté. Enfin, 1806, c'est l'exemple absolu de l'ensemble cohérent, manœuvre, bataille, poursuite. Et c'est l'ensemble cohérent qui peut nous, comme Austerlitz, qui peut nous faire toucher à ce que nous appelons depuis un certain temps le proto-opératif. Le contexte général, parce que dès que nous touchons au proto-opératif, nous ne nous concentrons pas sur l'aspect militaire. Le contexte général. Alors, volontairement, j'ai repris les cartes que tout le monde connaît de West Point. Elles sont bien faites, elles sont pratiques, et surtout, elles sont assez lisibles pour les grandes masses. Et elles sont disponibles sur le web. Et elles sont disponibles sur le web en plus. Une des collections, pas la première, mais la deuxième, mais la deuxième est très bien faite. Donc moi, j'ai mélangé un peu des cartes des deux collections. La première chose, c'est de ne pas voir à nouveau 1806 comme n'étant que une lutte entre deux États, la France impériale, la Prusse. Ça ne peut pas se limiter à cette question-là. Déjà, première base, pourquoi ? Parce que en juillet 1806, Napoléon a créé la Confédération du Rhin. Je ne reviendrai pas sur les conséquences de la victoire d'Austerlitz, mais qui sont déjà encore présentes ici. Il a établi deux grands États qui sont surtout la Bavière, de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue français, en tant qu'allié solide, qui devient un royaume. L'Empire disparaît, au rang romain germanique. Et en août 1806, on peut croire quasiment que l'Europe est en paix. L'Autriche a des armées, conséquence toujours d'Austerlitz. Le Royaume-Uni semble prêt à trouver un accord après la mort de Pitt et son remplacement par Fox. Donc il y a des discussions de paix entre la France et l'Angleterre, ce que l'on oublie souvent en parlant de guerre napoléonienne, c'est-à-dire une complexité diplomatique beaucoup plus grande que ce qui apparaît dans une lecture rapide où on a l'impression d'une guerre à mort, où nous avons deux blocs qui sont toujours les mêmes. Non, ce n'est pas aussi simple. Je ne parlerai pas de l'histoire napolitaine, mais donc la situation est que la France peut penser, et l'empereur, trouver une solution avec l'Angleterre. Simplement, cette solution passe par le règlement de la question du Hanovre. Je ne rentrerai pas dans les détails diplomatiques, mais néanmoins, c'est un des facteurs qui pourrait permettre, ou ainsi le pense-t-il, d'obtenir la paix avec Londres. On connaît très bien les rapports particuliers qu'entretient l'Angleterre avec le Hanovre, du fait de la famille royale. Mais d'un autre côté, le Hanovre avait été quelque peu promis à la Prusse en échange de sa quasi-neutralité, dont Napoléon savait très bien ce qu'il devait entendre par neutralité, vu la rapidité avec laquelle il a voulu livrer la bataille d'Austerlitz justement avant l'engagement de la Prusse en 1805. Mais la Prusse se voyait assez bien recevoir le Hanovre,
Et d'un autre côté, voyait d'assez mauvais œil l'accroissement de la zone d'influence française, la Confédération d'Iran en étant l'expression la plus forte. Ce qui peut apparaître comme une situation allant vers la paix ne l'est pas du tout. Nous avons très, très connu un parti de la guerre mené par la reine Louise, c'est la légende. Nous avons une légende napoléonienne. Les Allemands, et les Prussiens en particulier, tant que la Prusse existait, avaient une légende de la reine Louise qui est encore visible à Berlin en ce moment, qui est un parti de la guerre. Je pense que là, ce n'est pas l'aspect napoléonien qui joue, mais l'aspect héritage de la Révolution, avec un aspect peut-être moral, c'est la faute napoléonienne de l'assassinat du duc d'Enghien, qui joue sur des têtes comme Alexandre Ier et la reine Louise. Mais en tout cas, nous avons une situation qui, diplomatiquement, peut paraître très rapidement inextricable. Napoléon, ayant promis le Hanovre à la Prusse à un certain moment, le met dans la balance pour obtenir la paix avec l'Angleterre. Paix qui ne sera pas obtenue parce que Fox, qui, Premier ministre, aurait pu conduire à la paix, meurt le 13 septembre, le camp de la guerre en Angleterre reprend les rênes du pouvoir. Mais le Hanovre redevient quand même une question pendante entre la France et entre l'Empire et la Prusse. La Prusse qui a essayé un peu de gagner à selon toutes les situations. On sait très bien qu'elle aurait bien voulu rejoindre la coalition de 1805, elle ne l'a pas rejointe, parce qu'elle n'a pas eu le temps. Et nous avons la célèbre phrase de Napoléon s'agissant du compliment sur la bataille d'Austerlitz en disant que c'était un compliment qui avait changé de destinataire à la suite de la journée du 2 décembre. La Prusse, elle, se trouve dans une situation isolée. Et là, c'est là que c'était important, parce que ce que je voudrais montrer, c'est qu'on retient d'Iéna de la campagne de 1806 une manœuvre militaire, et essentiellement militaire. Avant tout, en termes de préparation, Iéna, c'est le fruit aussi d'une très belle manœuvre politique, diplomatique et militaire. Donc, jusqu'au mois de septembre, Napoléon ne semble pas préoccupé par l'état de guerre. Si nous reprenons l'ensemble de son courrier, de ses écrits, nous nous rendons compte que la place accordée à la Prusse jusqu'en septembre est très minime. Il a d'autres questions qui l'occupent davantage. Néanmoins, la Prusse a déjà mobilisé dès le mois d'août. Mais ce qui rend les choses encore plus difficiles, il ne faut pas oublier qu'à partir du mois de juin, la Prusse est en guerre avec l'Angleterre, ce que l'histoire a totalement oublié, toujours à cause du problème hanovrien. Ce qui d'ailleurs aura une conséquence lourde pour la Prusse à chaque fois qu'on est en guerre contre l'Angleterre, elle y perdra une grande partie de sa flotte, y compris de commerce, parce que la flotte de guerre prussienne à l'époque ne rime pas à grand-chose. Les événements vont aboutir à ce que le 7 octobre, Napoléon reçoive un ultimatum prussien l'invitant à se retirer de la rive droite du Rhin. Bien sûr, un ultimatum inacceptable pour lui. Mais en fait, il s'inquiète dès le mois de septembre de la situation. C'est-à-dire, dans la plupart de ses courriers, il dit il n'y aura pas de guerre avec la Prusse, mais il fait tout pour la préparer. Donc la première chose qui me paraît importante s'agissant de la campagne de 1806, c'est que contrairement au message diplomatique dans une certaine mesure qui est posé, malgré tout, il y a une forte préparation qu'on peut quasiment dater du 3 septembre et qui est liée à un autre phénomène là aussi diplomatique, c'est la non-ratification de la paix par les Russes. À partir du moment où Napoléon sait que les Russes ne vont pas ratifier la paix tentée après 1805, Napoléon sait que les espérances de paix générale en Europe n'existent plus. Son attitude diplomatique peut provoquer cette situation. On sait très bien qu'il a une politique vers le sud en Italie, qu'il a une politique par rapport au nord aussi, qui va faire barrage à la paix. Mais je pense qu'il croyait quand même qu'après la victoire de 1805, la Russie et la Prusse allaient plier, étant donné que quasiment le problème autrichien est réglé pour l'instant.
Donc il écrit à Berthier le 3 septembre, « Mon cousin, j'allais vous expédier des ordres pour le retour de l'armée quand j'ai appris que l'empereur de Russie avait refusé de ratifier le traité. Il faut donc attendre quelques jours pour voir ce que cela va devenir et le parti auquel je m'arrêterai. En attendant, ne faites rien. » Nous sommes dans une situation d'attente. À Eugène, là, nous avons un courrier qui est d'ordre plus politique. Je m'empresse de vous prévenir que la Russie n'a pas ratifié le traité. C'est la seule chose qui l'occupe. La Prusse a mobilisé en août, mais lui s'inquiète de la Russie. Écrivez au général Marmont par Venise en recommandant bien à nos avisos d'éviter les croisières ennemies. Les croisières ennemies, ce sont les croisières russes qui se situent en Méditerranée. Donc on est dans une situation assez curieuse politiquement. Napoléon a l'air de s'inquiéter plus de l'attitude russe, assez peu de l'attitude prussienne qui est pourtant en train de mobiliser, et à l'époque, au 3 septembre, pense encore, comme Fox est toujours vivant, qu'il peut y avoir encore des discussions avec la Grande-Bretagne. Le 5 septembre, comme quoi les choses vont vite, les nouvelles circonstances de l'Europe me portent à penser sérieusement à la situation de mes armées. Nous sommes déjà là dans la pensée d'une préparation des opérations. J'ai déjà levé 50 000 hommes de la conscription de 1806. Mon intention est de faire marcher sous peu de jours les 80 000 hommes de la réserve. C'est un élément pour une étude qu'il y aurait à faire. On met énormément en rapport la grande armée de 1805 et celle de 1806. Là, ce que nous voyons, c'est des levées à hauteur de 80 000 hommes, ce qui n'est pas rien. Sachant qu'un projet de réorganisation sur le pied de paix des armées françaises datant du 4 septembre, donc de la veille, fait par Napoléon, comprend un complet, c'est-à-dire artillerie, cavalerie, infanterie, à 347 000 hommes. 80 000 hommes à rapprocher de 347 000 hommes, c'est quand même un renouvellement assez important, voire un renforcement en proportion de troupes plutôt jeunes. Donc déjà, on peut sentir que tactiquement, a priori, il pourrait y avoir des éléments qui font que l'armée de 1806 n'est déjà plus tout à fait l'armée de 1805. Toujours le 5 septembre, nous avons le premier élément qui est réellement là d'ordre opérationnel. Le 5 septembre, vous avez un ordre à Berthier qui donne la manière de concevoir clairement le début d'une opération, de celle-ci en particulier, c'est-à-dire Napoléon a un peu de temps et on va voir au fur et à mesure comment il construit intellectuellement sa manœuvre et ensuite comment il la mène jusqu'au bout. 5 septembre, envoyer des officiers du génie faire de bonnes reconnaissances, donc le renseignement. À tout hasard, ça c'est pour rassurer Berthier, sur les débouchés des chemins qui conduisent de Bamberg à Berlin. C'est exactement, si on prend la suite des événements, nous sommes dès le départ, le 5 septembre, dans le secteur choisi. 8 jours après que j'en aurai donné l'ordre, il faut que toutes mes armées, soit celles de Francfort, Passau, Memmingen, soient réunies à Bamberg et dans la principauté de Bayreuth. Donc il demande à ce qu'on lui envoie les projets d'itinéraire pour chaque corps d'armée. Et après, on voit réellement le détail dans lequel il entre pour pouvoir concevoir sa manœuvre. Dites-moi quelle est la nature du pays de droite et de gauche, celle des chemins et des obstacles que l'ennemi pourrait présenter. Qu'est-ce que la rivière de Saale et celle de l'Elster à Gera? Qu'est-ce que la rivière de la Luppe et celle de la Pleiss vis-à-vis de Leipzig? Et ainsi de suite. Je vous passe, mais nous avons une demande réelle dans un seul courrier de reconnaissance détaillée de toute la situation géographique, mais encore plus que géographique. Vous enverrez des officiers intelligents à Dresde et à Berlin par des routes différentes. Ils iraient demander de votre part, donc au personnel diplomatique français, ce que signifient les mouvements et rassemblements des troupes prussiennes. Ils diraient que vous paraissez très inquiet, donc là, un aspect déception. Il faut que les Français envoyés en reconnaissance, s'ils ne sont pas espions au sens complet du terme,
puisse faire passer l'idée que les Français sont inquiets, un moyen de pousser encore plus les Prussiens peut-être à la faute. Mais surtout, il leur demande de prendre le maximum de renseignements sur le pays, sur l'attitude de la population, sur tous les éléments qui pourraient le renseigner sur la manœuvre possible, ce dont nous avons parlé il y a peu. Il envoie à ce titre, nous savons quels sont les 2 officiers qui ont été envoyés. C'est le capitaine du génie Beaulieu qui a été envoyé à Berlin et le chef de bataillon Guy Minot à Dresde. Je vous ferai, parce que nous n'avons à nouveau qu'une heure, pas le détail de l'ensemble des renseignements qui ont été tirés, mais le renseignement est la partie importante qui fait comprendre la réussite de la manœuvre, tout autant qu'un autre type de renseignement va expliquer certains défauts de la manœuvre. C'est-à-dire que là, nous avons un renseignement qui est plutôt d'ordre stratégique et opératif. Ce qui va faire défaut, malgré tous les efforts de Napoléon pendant la campagne, ça va plutôt être le niveau opératif à tactique. C'est-à-dire qu'il aura une idée de la manœuvre générale prussienne, mais ça c'est logique parce qu'on va vous expliquer. On va voir après comment il la provoque en fait. Et là, par contre, est la partie principale de la manière napoléonienne. Mais d'un autre côté, et nous allons le voir aussi, à la veille de la bataille d'Iéna, il ne sait pas réellement qui il a en face de lui. Il se trompe sur ce qu'il a en face de lui. Il se trompe sur ce que Davout va trouver, il se trompe sur la manœuvre entière, il sait que les Prussiens sont dans une certaine zone, mais il ne s'attend pas à attaquer, il s'attend à attaquer l'armée principale prussienne, ce n'est pas le cas, et il s'attend à pouvoir la faire déborder par Davout, ou au moins de lui couper la ligne sans que Davout soit poussé en plein dans l'armée principale. Dès le 9 septembre, donc le 3 septembre, il s'inquiète de la situation. Le 5, il envoie des demandes pour que le renseignement se mette en place, etc. Le 9, il écrit à nouveau à Berthier et là nous donne le cadre général de ce qui va se passer au mois d'octobre. Si je faisais la guerre contre la Prusse, ma ligne d'opération serait Strasbourg, Mannheim, Mayence et Würzburg. Donc il a déjà prévu sa ligne d'opération, où j'ai une place forte, élément important. De sorte, il nous donne les éléments de sa conception de la manœuvre. De sorte que mes convois, le 4e jour de leur départ de Mannheim, donc Mannheim en terrain réellement de l'Empire, ou de Mayence, même chose, seraient en sûreté à Würzburg. Je voudrais, à 4 journées de Würzburg, sur le territoire bavarois, avoir une petite place qui puisse me servir de dépôt. Il y a la manœuvre logistique. Nous avons eu le renseignement, nous avons la manœuvre logistique. Il prépare déjà la manœuvre logistique qui va soutenir la manœuvre des forces. J'ignore quelles forces peuvent avoir les petites places de Kronach, Lichtenfels, Schleswig. Dès après, il demande à nouveau des renseignements sur l'ensemble des places qui pourraient convenir. Et à nouveau, il demande auprès de ces places quelle est la situation géographique qui permettrait les mouvements des troupes. Le 10 septembre, il écrit toujours à Berthier, « Si les nouvelles continuent à faire croire que la Prusse a perdu la tête, je me rendrai droit à Würzburg ou à Bamberg. » On a, à nouveau, il a interrogé sur la ligne d'opération qui peut se créer. Maintenant, il dit réellement, dès le lendemain, où il veut aller. J'imagine que dans 4 à 5 ou 5 jours, le quartier général, vos chevaux et vos bagages seraient rendus à Bamberg. Berthier, à ce moment-là, est à Munich. Et il fait participer Berthier à la manœuvre diplomatique, en lui disant, en causant avec le roi de Bavière, dites-lui très secrètement que si je me brouillais avec la Prusse, ce que je ne crois pas, toujours ce côté, je rassure, mais que si jamais elle en fait la folie, il y gagnera Bayreuth. On voit donc les éléments se mettre en place. Éléments militaires, logistiques, organisation de l'armée, et de l'autre côté, manœuvre politique. Je prévois la guerre et je dis à la Bavière, si vous restez avec moi, à cette guerre, vous allez y gagner quelque chose.
c'est Bayreuth. Donc, tout en disant, mais je n'y crois pas du tout. Mais la préparation est là. C'est-à-dire que si nous avons une manœuvre qui lui permet à lui d'avoir des alliés, mais surtout de priver la Prusse d'alliés potentiels de son côté. La Bavière, on pourrait moins y croire. Reste le problème de la Saxe, malgré tout. Toujours le même jour, le 10, il écrit au roi de Hollande, son frère. Et là, ça devient important parce que là, il donne des informations très complètes. On dit que Napoléon secret. Il est très secret parce que lorsqu'il écrit à Berthier, il donne les éléments absolument nécessaires, sans plus. Quand il écrit au roi de Hollande, il est plus complet. C'est son frère, mais sans être tout à fait complet aussi. Il donne tous les éléments nécessaires de façon à ce que ses subordonnés, y compris son frère que l'on doit considérer comme son subordonné, aient toutes les informations nécessaires pour bien faire ce que l'on attend d'eux. Vous aurez appris l'armement de la Prusse et la non-ratification de la Russie. Mes négociations avec les Anglais ne sont pas rompues, mais ils ont des prétentions extraordinaires. Je vous passe les prétentions. Nous sommes dans la guerre mondiale, donc les prétentions extraordinaires des Anglais au moment de ces discussions portent sur le Suriname, Berbice et les colonies hollandaises, ex-hollandaises, hollandaises encore. Et là, il donne son intention. Mon intention, si la guerre recommence, est de vous donner le commandement depuis Boulogne jusqu'à Wesel et de toute la Hollande. Former sans délai le camp d'Utrecht, donc il donne des détails. Envoyez-moi des plans et des mémoires sur vos places du côté de la Prusse, donc il prépare réellement la manœuvre. Il faut qu'en 4 jours de temps, vous puissiez vous porter avec la plus grande partie de votre armée sur Wesel. Et là, c'est intéressant, parce que la place de Wesel, eh bien, qui se trouve ici, ici. Napoléon en parle dans ses courriers pour en renforcer les défenses dès le 3 septembre. C'est-à-dire qu'a priori, on est réellement dans une conception, on ne peut pas dater le moment où cette conception se fait, mais cette conception ne date pas du moment où où la guerre est réellement déclarée, c'est-à-dire à partir du 7 octobre, où la situation de guerre est réellement claire, avec la Prusse. On a une longue préparation, y compris de la manœuvre d'ensemble. La manœuvre politique continue. Le 12 septembre, il écrit à François Ier d'Autriche, histoire de lui montrer qu'il ne l'a pas oublié, à Frédéric Guillaume II de Prusse, pour lui dire qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe et que, de toute façon, lui ne veut que la paix, et le 13 à Talleyrand pour lui dire qu'il considérerait l'entrée des troupes prussiennes en Saxe comme un casus belli et qu'il considérerait aussi tout mouvement de la Prusse comme une attaque de la Confédération du Rhin. Ce qui le mettrait, lui, en situation, en fait, politiquement à nouveau, de ne pas être l'agresseur, mais de venir au secours d'alliés agressés. Sachant que la Saxe est plus portée naturellement vers la Prusse, au moins jusqu'en 1806. Le 21 septembre, il réécrit au roi de Bavière. Donc, les choses paraissent claires. C'est l'entrée des troupes en prussienne en Saxe qui doit donner le signal à Berthier pour commencer réellement les opérations de recoupement des forces. Information importante, le courrier met 5 jours pour partir de Paris et arriver à Munich ou à Bamberg. Il prévoit, dès le 17, en écrivant au ministre de Jean, que Mayence sera le pivot de la manœuvre et Würzburg, une des places importantes. Le 18, la décision est prise de réunir l'armée. Le 29, la guerre n'est pas encore déclarée, mais Napoléon réécrit une grande lettre au roi de Hollande, son frère, avec 2 notes qui sont très importantes. Parce que ces 2 notes donnent une explication à nouveau. C'est-à-dire qu'on sent une maturation, au moins dans les explications qu'il donne, sur la manœuvre qu'il fera. La première note dit « Mon intention est de concentrer toutes mes forces sur l'extrémité de ma droite », donc là où se trouve déjà, étant donné que lui considère à nouveau, ce n'est pas la droite de la Grande Armée, c'est la droite de l'ensemble du dispositif français. Donc l'ensemble du dispositif français part de la Hollande pour arriver jusqu'au Tyrol. Donc il concentre le maximum de ses forces à droite, ce qu'il fera,
en laissant tout l'espace entre le Rhin et Bamberg entièrement dégarni, de manière à avoir près de 200 000 hommes réunis sur un même champ de bataille. Donc, il laisse toute cette partie dégarnie. Je m'en inquiéterai peu parce que ma ligne de communication sera établie sur Forchheim, donc la ligne de communication passe ici, qui est une petite place forte, et de là sur Würzburg. Il deviendra donc nécessaire que vous fassiez passer les courriers les plus importants que vous auriez à m'expédier par Mannheim, parce qu'en réalité, il s'attend à ce que cette zone non couverte ne soit pas sûre. Et de là, ils prendront langue à Forchheim et m'arriveront de la manière la plus sûre. La nature des événements qui peuvent avoir lieu est incalculable parce que l'ennemi qui me suppose la gauche au Rhin et la droite en Bohême, donc il part réellement du principe que les Prussiens vont réagir en pensant qu'il va occuper en fait tout le théâtre, ce qu'il ne fait pas, peut avoir un grand intérêt parce qu'ils vont croire que sa ligne d'opération est parallèle à son front de bataille. Sa ligne d'opération ne sera pas parallèle à son front de bataille, mais perpendiculaire. Donc on voit déjà une explication. Là, on pense très vite à Jomini, au niveau théorique. Et là, il réinsiste sur « Occupez-vous de mettre Wesel dans le meilleur état possible, afin que vous puissiez, si les circonstances le demandent, faire repasser toute votre armée sur le pont de Wesel et longer le Rhin. » Mais c'est la deuxième note qui est importante. C'est-à-dire que dans la deuxième note, il prévoit même une défaite possible. Et là, il donne son importance à la place de Wesel et au 8e corps d'Augereau, c'est-à-dire qu'il prévoit dès le départ que si sa manœuvre sur la droite ne réussit pas, il y aura à contenir une offensive prussienne, que les éléments qui pourraient le contenir en cas de défaite, c'est les troupes placées en Hollande et le 8e corps, et que ça protégera, lui, sa retraite vers le Rhin. Donc on a beaucoup dit très souvent que Napoléon se lançait dans l'affaire, ce qui a pu être le cas à d'autres moments, sans toujours prévoir la voie de retraite. Question que l'on peut se poser sur Austerlitz, par exemple, malgré ce qu'il a écrit par la suite. Mais là, on voit clairement que dans la création de la manœuvre, il prévoit dès le départ toutes les hypothèses possibles. Les renseignements dont dispose Napoléon. Il sait, alors il croit savoir toujours la même chose, ça ne veut pas dire que les renseignements dont il dispose sont l'expression de la réalité sur le terrain. Ce sont deux choses bien différentes. Mais ce n'est pas sur les éléments historiques de la réalité sur le terrain que vont se baser ses décisions, c'est sur les informations dont il dispose. Et c'est important pour la suite. Et ce qui est un peu le défaut d'une histoire militaire classique, qui va mettre en avant ce que nous connaissons des éléments, une écriture historique des événements, que Napoléon va encore accentuer, et on sait très bien la façon dont, après les événements, il va réécrire ces mêmes événements pour paraître avoir tout prévu. Je ne reviendrai pas sur Austerlitz, dont j'ai longuement parlé dans d'autres lieux. Là, il faut absolument comparer ce qu'il croit savoir avec sa prise de décision. C'est ça qui est important. Donc il pense que le centre qui est commandé par le centre prussien, qui est commandé par le roi et en réalité par le duc de Brunswick, de 75 000 hommes, une aile gauche commandée par Hohenlohe de 62 000, une aile droite, toujours prussienne, composée d'environ 50 000 hommes. Lui chiffrerait l'ensemble des troupes prussiennes à environ 180 000 hommes sur le terrain, ce qui paraît par rapport à ce que l'on peut savoir des effectifs, au-delà de la réalité des effectifs prussiens sur le terrain. Il pense aussi, d'après les éléments qu'il a reçus, que le mouvement du roi, donc le centre, serait de Magdebourg vers Leipzig, que Ruchel irait vers le Rhin, donc là la droite, et que l'aile gauche irait vers Dresde. Il tient compte d'une autre information. Les Russes sont sur le Bug, avec deux armées, d'après lui, une de 50 000, une de 80 000 hommes.
Première armée de 50 000 hommes, deuxième armée de 80 000 hommes. Et là, on en vient à un principe que l'on doit revoir par rapport à la carte précédente. Quel est le premier objectif de Napoléon? Ce n'est pas simplement par goût qu'il veut des campagnes rapides, il en a besoin. Parce que s'il compte sur 187 000 hommes du point de vue prussien, qu'il lui compte de son côté à avoir environ 160 000 à 180 000 hommes, il peut battre ces 187 000 hommes. Si lui se met dans une situation défensive et qu'il compte à ce que les Russes arrivent, ce qui est un peu la situation de 1805, sauf que les Prussiens remplacent les Autrichiens. Il faut absolument qu'il batte les Prussiens avant que les Russes arrivent avec 120 000 hommes de plus. Parce que là, dans ce cas-là, l'équilibre est le suivant. Toujours 160 à 180 000 hommes du côté français contre 300 000 du côté prusso-russe. Donc la manœuvre, elle va toujours viser à avoir dans l'idée cette notion de je dois battre rapidement l'adversaire et en même temps je dois faire en sorte que si je le bats, je ne dois pas le ramener vers les forces qui pourraient le renforcer. D'où, alors là par contre, l'historien se trouve un peu démuni, comme nous n'avons pas totalement les motivations de Napoléon. Dans sa conception de la manœuvre, nous savons qu'il conçoit sa manœuvre de la façon suivante, ça c'est clair. Nous avons un secteur qui est un secteur d'observation, le secteur d'opération complètement sur la droite, alors que les troupes prussiennes, elles, occupent un front plus large. Il obtient une concentration massive des forces sur une des ailes prussiennes. Est-ce qu'il conçoit cette manœuvre réellement pour provoquer une non-possibilité de liaison entre les Russes à venir et les Prussiens? Ça, nous ne le lisons pas en tant que tel. On peut déduire ceci de la manœuvre, mais ce n'est pas écrit. Donc l'historien doit être un peu prudent par rapport à ça. Par contre, nous savons que le choix de l'opération sur la droite correspond à la ligne de retraite sur Berlin. Et donc, l'autre élément important de la manière de mener campagne par Napoléon, c'est que l'objectif n'est pas l'armée ennemie telle qu'on pourrait le croire et telle qu'a pu l'écrire Clausewitz. Il dit à chaque fois, c'est Berlin mon objectif, et l'armée viendra naturellement à moi, parce que l'armée prussienne ne me laissera pas aller à Berlin, elle essaiera de me barrer le chemin. Donc en prenant comme ligne la ligne la plus directe vers la capitale ennemie, il ramène à lui naturellement l'armée ennemie. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, oui bien sûr il va chercher la bataille, mais il va se mettre en position de ne pas rechercher l'armée ennemie là où elle souhaite livrer la bataille, mais de provoquer les mouvements de façon à livrer la bataille dans plutôt une bataille de rencontre qu'une bataille offensive-défensive. Là où il peut avoir le maximum d'avantages, grâce à la qualité de ses troupes, mais surtout aussi, il ne manœuvre pas comme au XVIIIe siècle. Il ne veut pas d'une guerre longue, on a compris pourquoi, il y a des raisons politiques intérieures et extérieures. Il veut d'une guerre rapide, mais il a trouvé le moyen d'amener et d'obliger l'adversaire à la guerre, et ce n'est pas en cherchant l'armée adverse, mais c'est en se dirigeant droit sur la capitale adverse. Et je tiendrai à signaler que ce n'a pas été le cas en 1812, parce que là, il cherchait l'armée adverse avant tout, il ne pensait pas aller à Moscou. Mais par contre, en 1815, l'objectif de sa manœuvre n'est ni l'armée prussienne ni l'armée anglaise, mais tous ses courriers disent « je veux aller à Bruxelles », parce qu'il y a un coup politique. Et en même temps, il ramène directement les armées adverses face à lui, il n'a pas à les chercher, elles vont venir naturellement s'opposer à lui. Donc l'armée prussienne, nous l'avons vu, est divisée en plusieurs groupes, mais surtout son grand problème, c'est qu'elle est divisée dans son commandement. Donc je ne reviendrai pas sur le détail de l'opération en tant que telle, c'est-à-dire la division du commandement prussien par rapport à l'avantage de l'unité de commandement politique et militaire que représente Napoléon. Du côté prussien, il y a totalement une division, ce qui provoque une forme d'apathie militaire.
Les Français réagissent très rapidement, mettent en place très rapidement, les décisions sont prises au niveau de la demi-journée. Chez les Prussiens, nous en sommes au conseil de guerre où on met 2 jours à prendre une décision. Contre Napoléon, c'est une chose qui est absolument mortelle. Le premier combat a lieu le 9 octobre, c'est le combat de Schleiss. C'est Murat qui mène ce combat avec Bernadotte et qui conduit à une première défaite totalement d'ordre tactique de la part des Prussiens et des Saxons. C'était une troupe composée de Saxons et de Prussiens. Et commence à partir du 10 octobre, en fait, une course complète au renseignement. Et là, je reviens à la base. La logistique a totalement été mise au point. On l'a vu. Le renseignement stratégique, la manœuvre diplomatique aussi. Il sait qu'il n'a rien à craindre, à part une certaine crainte du côté de Cassel, mais Cassel va vite est un État qui n'aura aucune importance dans le conflit. Mais il exprime quand même dans ses courriers une certaine crainte par rapport à Cassel, mais Cassel qu'il demande particulièrement justement aux troupes commandées par son frère, le roi de Hollande, de surveiller. C'est l'un des rôles. Il a mis au point l'ensemble de sa manœuvre. Maintenant, il faut qu'il soit sûr de pouvoir frapper au bon endroit. Et on se rend compte qu'entre le 10, ça va se passer sur 3 jours. Entre le 10 et le 13, en fait, tout le jeu est celui de trouver la force principale prussienne, d'attaquer au bon endroit en n'étant pas divisé soi-même, d'où le célèbre bataillon carré. Alors, le bataillon carré est resté dans la légende napoléonienne. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit plutôt d'une vue de l'esprit parce que j'ai vu dans certains ouvrages, vous avez un croquis où nous avons quelque chose d'absolument parfait, géométrique, etc. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas de revenir à une géométrie à la von Bülow, pas du tout. C'est d'avoir dans la main l'ensemble de ses forces, de façon déjà à passer un terrain difficile, c'est tous les débouchés qu'il a à passer avant d'arriver. Donc il y a des débouchés par ici, et vous avez les forêts de Thuringe, etc. Débouchés difficiles à passer. Peu de pentus, peu de passages, c'est des trouées, c'est réellement un débouché à faire. Donc là, il organise son armée avec réellement une droite, un centre, une gauche, bien structuré. Vous avez à gauche 2 corps d'armée, le centre 70 000 hommes, vous avez un corps qui fait avant-garde, avec des ordres précis, c'est-à-dire des ordres qui disent clairement le corps d'armée de tête, s'il perçoit une force qui ne dépasse pas 30 000 hommes, va attaquer. Si la force adverse est au-delà de 30 000 hommes ou ressentie en tant que telle, elle va se mettre en liaison avec le corps qui le suit pour ne pas être pris en défaut. Donc on a réellement une structuration d'une masse de manœuvres, mais vraiment articulée. Les corps d'armée, là, jouent pleinement leur jeu. Ce qui n'est pas le cas du côté prussien, des Prussiens qui n'ont pas encore adapté ce système, qui est encore, et c'est quasiment la dernière fois, limité à un emploi du côté français. Donc toujours recherche du renseignement. Donc on a l'expression de cette recherche à travers les différents mouvements que l'on voit à peu près ici. Donc, mais par contre, ce qui se prononce bien, c'est le mouvement français sur la gauche prussienne. Dès le moment où les Prussiens sentent ce mouvement, ils essayent de se regrouper, c'est-à-dire sur leur propre gauche. Et assez naturellement aussi, toutes les pointes prussiennes qui auraient pu aller vers le Rhin, et là il y a un aspect psychologique important, c'est-à-dire les vitesses ne sont pas les mêmes, et on en vient un peu au cycle de Boyd. Il y en a un qui réagit très vite, l'autre ne réagit pas. En fait, on pourrait se dire, si on avait des éléments de même vitesse, que les Prussiens auraient pu aussi attaquer les lignes de communication françaises. Mais leur tempo étant tellement différent du tempo français, ils perdent l'initiative, c'est le cas de le dire, c'est une perte complète d'initiative. Donc par cette perte d'initiative, il n'y a plus de risque. Parce que naturellement,
les Prussiens vont revenir vers leur ligne de retraite pour protéger Berlin, et en même temps vont essayer de se regrouper, étant donné la menace que représente pour eux la masse principale des forces françaises. Donc il va y avoir 2 moments où Napoléon va croire pouvoir attraper parce que on est réellement dans une notion, je chasse et j'essaye d'attraper les forces prussiennes avant qu'elles se replient. À ces 2 moments, dont je ne détaillerai pas parce que nous n'avons pas le temps ici, il ne va pas réussir. La veille de la bataille d'Iéna, il ne prévoit pas la bataille. Il est, la veille, à nouveau à s'inquiéter de problèmes logistiques. C'est-à-dire que les armées ont avancé et il s'occupe à nouveau de mettre en place un point en donnant des ordres, alors qu'il cherche l'armée prussienne, il donne des ordres de façon à déplacer un stock de farine, tous les stocks nécessaires à la vie de son armée. L'armée vit en partie sur le terrain, ça on le sait, mais néanmoins, cette ligne de communication, Napoléon y apporte une grande attention. La veille de la bataille, donc, Napoléon, si on fait assez simplement, Napoléon croit, lui, avoir en face de lui la masse principale. Et là, je dirais, c'est ce que l'on dit habituellement. Et j'en suis moins sûr. Je pense qu'il pense avoir une masse principale en termes d'effectifs, mais qu'il compte déjà sur le repli vers Magdebourg, ou au moins vers Berlin, parce que 3 routes sont possibles, des forces prussiennes. De dire qu'à Iéna, dès le départ, Napoléon compte battre à ce moment-là l'armée principale avec la masse principale prussienne, je n'en suis pas certain. Qu'il compte profiter de la situation pour battre une masse importante, oui. Je ferai une petite nuance par rapport à ça, parce que ça n'apparaît pas en tant que tel. À un moment, il vous dit « je prépare la bataille », il la recherche, mais gagner une bataille contre une fraction importante des troupes ennemies, c'est déjà un gain important. Mais si il n'avait pensé que ce qu'il attaquait n'était qu'une masse réellement secondaire, par contre, il n'aurait pas été aussi surpris de la victoire de Davout à Auerstedt, avec la phrase célèbre, étant donné que Davout avait une vision plutôt limitée, en disant à un aide de camp de Davout, d'habitude voit peu et aujourd'hui il voit double, parce qu'il a mis un certain temps à se rendre compte, Napoléon, que Davout en fait avait affronté à lui seul l'armée principale prussienne. Donc, problème de reconnaissance pour situer. Néanmoins, le système, lui, a cette qualité par rapport au système prussien, c'est d'être adaptable. C'est-à-dire que la véritable question pour la campagne, je ne parle pas des batailles, parce que je ne vous ferai pas un récit des batailles, déjà nous n'avons pas le temps, mais on est dans la campagne. Donc la bataille est un outil de la campagne ici. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Davout avait été battu à plat de couture à Auerstedt. Davout, c'est 27 000 hommes. 27 000 hommes, même perdus, n'auraient pas permis aux Prussiens de compenser les pertes qu'ils ont eues sur une force entre 50 et 60 000 hommes à Iéna. Donc, on peut considérer que Napoléon a pris un risque. Et là, on en vient à la question des limites du système napoléonien. Parce qu'en 1813, on va se retrouver dans une situation où nous allons aussi avoir un corps isolé, dans d'autres conditions, qui est celui de Vandamme, et qui, lui, va être entièrement écrasé. Parce que non soutenu par le corps qui était derrière lui. Sachant que Davout, il va lui arriver la même mésaventure. Bernadotte n'ira pas à son secours. Et à nouveau, nous avons une autre expression d'un autre défaut qu'on va retrouver à un autre moment. Bernadotte va se, entre guillemets, balader entre 2 champs de bataille sans participer à aucune des 2 batailles. Ce qui va nous rappeler quelque part un peu la mésaventure d'un corps d'armée en 1815 entre Quatres-Bras et Ligny.
Donc, voir en 1806, dans la campagne, arriver à ce niveau-là, je dirais, le chef-d'œuvre de Napoléon, oui, parce qu'il a réussi. Mais il comporte lui-même ses propres limites. Néanmoins, là où il est le chef-d'œuvre, peut-être absolu, parce que même Austerlitz n'a pas été comme ça, c'est, nous avons vu la manœuvre montée, prévue longtemps à l'avance, qui mène à la bataille. Donc la bataille, nous avions dit que nous la conduit à la bataille, mais qui est pensée stratégiquement. C'est-à-dire que vous voyez bien que les lignes françaises, la ligne d'opération est par là, n'est pas menacée. Par contre, la manœuvre française menace complètement les lignes de retraite prussiennes. C'est clair. Là, on a une bataille qui est conçue déjà dans le cadre de la campagne, ce qui est peut-être une différence par rapport à la pensée elle-même que peuvent avoir les Prussiens de la bataille, de l'utilité de la bataille. Mais autre élément bien connu, mais le plus important, donc je passerai sur les détails de la bataille, c'est la poursuite. Là, on est dans l'expression poussée au paroxysme du fait de tirer parti de la victoire. Napoléon a écrit lui-même que, en fait, la différence du vaincu au vainqueur dans la bataille, elle est assez faible. Et nous connaissons un grand nombre de batailles où le vainqueur a plus perdu que le vaincu. Mais par contre, là, dès ce moment-là, Napoléon va instaurer cette chasse à courre, comme dira un officier prussien, c'est-à-dire la poursuite à outrance, qui va mener à la destruction complète de l'armée prussienne. Et c'est là où il faut voir en 1806 quelque chose d'exceptionnel, parce que Napoléon a réussi réellement son chef-d'œuvre dans le sens où il a réussi à réellement mettre en œuvre cet ensemble, manœuvre préparatoire, bataille, poursuite. En 1805, il n'y arrive pas. Ulm, on connaît le résultat, mais il ne réussit pas à attraper Koutouzov. En 1805, après Austerlitz, il ne pousse pas à fond la poursuite. 1812, n'en parlons pas. 1809, la poursuite ne réussit pas. De la campagne des opérations en Bavière, l'archiduc Charles réussit à se, entre guillemets, dépêtrer, parce que c'est réellement le cas. Et ensuite, après Wagram, la poursuite n'est pas poussée, mais là, je donnerai d'autres raisons dans ma conclusion. Donc, vu le temps, parce que c'est l'élément qui me paraît important, justement, c'est en termes de vue globale, qu'est-ce que démontre 1806 par rapport à l'ensemble de la période. On revient aux politiques. Nous avons réellement ce que théoriquement on pourrait appeler une bataille décisive. Que peut-il y avoir de mieux d'un point de vue strictement militaire qu'une campagne débutée, disons, le 3 octobre, parce que les premiers mouvements réellement français, déclarés politiquement à partir du 7 octobre, c'est-à-dire la réception de l'ultimatum prussien, qui aboutissent à une défaite complète de l'adversaire dès le 13-14 octobre, en une bataille double, mais il faut voir en Jena ou Horstedt, il faut voir la même bataille en fait, et qui mène à l'occupation de la capitale ennemie le 25 octobre, et carrément l'arrivée à l'Oder, donc aux confins de la Prusse, le 1er novembre. Militairement, c'est un chef-d'œuvre. Politiquement, là, nous avons une vraie question politiquement. Est-ce que Jena, à nouveau, comme Austerlitz, c'est une bataille décisive? Moi, je répondrai par la négative. Premièrement, la Prusse, dès le moment où elle reçoit l'appui russe, rompt les discussions de paix, les pourparlers de paix. Pourquoi? La raison donnée par le roi de Prusse, c'est comme une partie de mon territoire est occupée par les Russes, je ne suis plus en situation de signer une paix avec vous parce que je ne suis plus maître de mon territoire. On peut le voir comme ça c'est l'excuse diplomatique. La réalité est tout autre. C'est que l'appoint russe permet au roi de Prusse de continuer, même en n'ayant plus qu'un seul petit corps composé de 16 000 hommes, quasiment le corps de l'Estoc, de continuer la lutte
même si il a subi une des pires défaites de l'histoire militaire. Donc le principe de la bataille décisive décisive, elle a été militairement, mais le résultat militaire n'est pas une fin en soi. La fin doit être d'ordre politique. Et là, d'un point de vue politique, la Prusse va continuer la lutte comme un élément second de la politique russe, mais quand même, l'État prusse ne sera pas amené à la paix avant la défaite nécessaire des Russes en 1807. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de campagne de 1806, il y a un autre problème. La campagne de 1806 n'est pas une campagne en tant que telle, parce que dans la lancée, il faut faire la campagne de 1807, la campagne de Pologne. La campagne de Pologne n'est pas un moment séparé de la campagne de 1806, c'en est politiquement et militairement la conséquence et la suite logique, compte tenu de la situation générale. Donc, de ce point de vue-là, dire que Iéna est une bataille décisive porte à discussion. Ensuite, autre aspect. Nous sommes au niveau du théâtre, mais à nouveau, nous avons une coalition. C'est-à-dire que le véritable ennemi, à nouveau, comme en 1805, c'est l'Angleterre. Et à nouveau, vous avez une magnifique victoire, mais qui en rien ne touche l'adversaire principal, qui reste et restera jusqu'au bout, l'Angleterre. Comme la bataille d'Austerlitz, Iéna est à nouveau une opération qui permet à la France de rester dans la course. Et je reviens à cette idée, une bataille rapide, menée militairement avec le maximum d'efficacité, mais qui permet surtout d'éviter la concentration des forces prussiennes et russes, donc de se retrouver en situation au moins équilibrée, pour ne pas dire avantageuse, pour continuer le combat. Mais cette bataille n'a rien résolu. Il faudra Friedland pour amener à la paix. Mais Friedland va amener à la paix avec la Russie, mais n'apportera aucune solution par rapport à l'Angleterre. Et là, nous avons bien l'expression de ce problème d'ordre stratégique et politique, cette expression, c'est un décret signé à Berlin. C'est le décret qui crée le blocus continental. C'est-à-dire, le blocus continental est stratégiquement l'expression de la non-réussite militaire au niveau stratégique. Je ne parle pas du niveau opératif, ni du niveau tactique, indiscutable réussite. Mais cela prouve que Napoléon ne peut pas gagner la guerre dans son ensemble à coup de victoire comme Austerlitz et Berlin, donc il est obligé de trouver une autre solution, c'est le blocus continental, et qui va s'avérer politiquement un pis-aller. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que, d'un autre côté, ça je peux le dire, c'est justement ce décret de Berlin qui va bloquer la politique et les possibilités de Napoléon, dont on peut lire, comme l'ont fait bon nombre d'historiens avant moi, que l'ensemble de la politique, des choix stratégiques de Napoléon à partir de la signature de ce décret créant le blocus continental est entièrement lié au blocus continental. Et il faut avoir une lecture de l'aventure portugo-espagnole. Le blocus continental, il tient largement sa place. Toute la politique d'expansion de l'Empire, blocus continental, Russie, blocus continental. Donc là, on s'est vraiment trouvé dans une situation de pis-aller, qui n'est pas le cas encore pour 1805 et 1806, qui n'ont malgré tout pas trouvé la réponse d'ordre élevé, c'est-à-dire stratégique et politique, au conflit. Ça, c'est parce que c'est l'image de 1806, je mets ça. On pense tout de suite à La Salle et à la prise de Stettin. 1806, c'est quelque part dans l'imaginaire la fin de la flamboyance. Et je pense que là, on en revient à la conséquence
dont on parlait intellectuel de Iéna, c'est que Iéna marque malgré tout l'apparition d'une nouvelle époque dans les guerres napoléoniennes, d'une nouvelle époque dans la guerre d'un point de vue global, et même d'une nouvelle époque d'un point de vue politique et intellectuel. Nouvelle époque d'un point de vue intellectuel, c'est simple. C'est Hegel avec la théorie de la fin de l'histoire. Ça date de Iéna. Et bizarrement, on a eu à nouveau une théorie de la fin de l'histoire après une campagne éclair, il y a peu aussi, et on s'est rendu compte que cette fin de l'histoire était plus que discutable. Mais quand même, la première fin de l'histoire proposée d'un point de vue philosophique, c'est Hegel. Hegel qui a vu, la veille d'Iéna, passer, alors selon les traductions, l'âme ou l'esprit du monde devant lui. Et cette âme ou cet esprit du monde, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Napoléon lui-même. Iéna, c'est aussi quelque part une forme de guerre asymétrique. Guerre asymétrique parce que nous avons deux conceptions totalement différentes de la guerre, la prussienne, qui appartiennent à deux époques. Et nous avons la dernière armée du XVIIIe siècle, avec une pensée XVIIIe siècle, qui va s'opposer à la première armée moderne, dans un sens, bon, qu'est-ce que la modernité? Mais la première armée du vrai XIXe siècle. C'est la guerre de 7 ans contre la guerre révolutionnaire. Mais surtout, ce qui donnerait à réfléchir, c'est que Iéna n'a existé qu'à partir, parce qu'il y a eu Rosbach. C'est la renaissance de la pensée militaire française, dont l'aboutissement est Iéna, à tous les niveaux, tactique, mais aussi au niveau opératif, mais aussi grâce à tous les outils que ce renouveau de la pensée militaire française a donné à Napoléon, qui lui l'a porté au sommet, création du corps d'armée, une révision au niveau des opérations. Mais qu'est-ce que ça représente intellectuellement? Iéna, c'est le passage de Iéna à Waterloo. Oublions les Anglais 5 minutes pour Waterloo. Iéna est une très grande victoire prussienne. Pourquoi? Parce que les Prussiens ont agi, Blücher, présent à Auerstedt et s'étant fait écraser à Auerstedt, réagit comme l'a fait l'armée française et a appris comme l'a fait l'armée française en 1806 en apportant son appui à Waterloo. Donc nous avons le même, sur des durées qui sont différentes, mais la même image. Il a fallu Rosbach à l'armée française pour arriver à Iéna, il faudra à l'armée prussienne Iéna pour arriver à Waterloo, et après, parce qu'après ils porteront, avec toutes les limites des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a une renaissance réellement militaire, mais on peut se poser des questions sur le principe napoléonien, ou disons l'école napoléonienne, et on peut se poser des questions sur le principe de la guerre allemande aussi, la pensée allemande. Enfin, intellectuellement encore, comme l'a dit Laurent en débutant, Iéna, c'est Fichte. Fichte, c'est le discours à la nation allemande. Iéna marque le début de la création de l'Allemagne en tant que telle. Et enfin, nous parlons d'histoire militaire, Iéna, c'est Clausewitz. Sans Iéna, pas de Clausewitz. Clausewitz est à Iéna. Clausewitz le vit comme un choc incommensurable. Et ça, les historiens français ne l'étudient, à mon sens, pas assez. Ce sont surtout, non pas ses écrits militaires, mais les lettres à sa femme qui permettent de le voir clairement. Iéna, c'est le début d'une nouvelle pensée militaire. Napoléon n'a jamais réellement écrit en tant que tel un ouvrage militaire. Il aura deux exégètes, Jomini et Clausewitz. Jomini est né un peu avant. Clausewitz est vraiment né à Iéna. Et c'est là où Iéna est important. C'est-à-dire que Iéna nous fait passer à un autre stade au niveau de la pensée militaire dans sa globalité. Et c'est ce qui nous permet de passer aussi, quand on dit au proto-opératif, Iéna, il faut le voir aussi comme une opération en tant que telle. C'est-à-dire que je serais assez contre le terme de campagne. Pour moi, Iéna, c'est une opération qui est menée jusqu'au bout, c'est-à-dire la destruction de l'armée prussienne, mais qui ne règle en rien la guerre en elle-même,
va obliger à monter d'autres opérations derrière, et c'est pour ça qu'on doit voir réellement comme un ensemble, et se poser la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas voir les guerres napoléoniennes entre 1805 et 1815, avec des coupures plus ou moins importantes, mais comme un ensemble d'opérations plutôt que de campagnes, qui sont dans un cadre politique et stratégique qui, lui, n'évolue pas. C'est le cadre opératif et tactique qui va évoluer, mais le cadre stratégique et politique, ça reste la lutte de l'Angleterre et de la France, ayant des changements d'alliance, etc. Mais la véritable guerre, c'est celle-ci, parce que là encore, c'est la cavalerie de Saint-Georges qui va permettre encore aux opposants à l'Empire de faire renaître encore et encore des armées, les Russes en particulier, qui arriveront à rentrer dans Paris en 1814. Et dernier point, le changement, à partir de 1809, quasiment toutes les forces étrangères, sauf les Anglais, vont utiliser le système des corps d'armée, vont penser les états-majors comme l'état-major a été conçu en France. Là, je ne dis pas par Napoléon, il n'y a pas que Napoléon qui est responsable. C'est une longue évolution depuis Rosbach. Et là, vous allez vous trouver à une situation d'équilibre que l'on trouve dès Wagram. Cette situation d'équilibre fait que vous ne pouvez plus trouver des campagnes comme ça, parce que malgré tout, les adversaires ont appris. 1806, c'est la dernière campagne napoléonienne dans un cadre asymétrique, c'est-à-dire par rapport à un adversaire qui ne cherche pas à s'adapter à la nouvelle guerre. À partir de 1806, les principaux adversaires vont s'adapter. Je mets à part la guerre d'Espagne, et je conclurai là-dessus, en disant, la guerre d'Espagne, pourquoi c'est un cas à part? Parce qu'on ne peut pas conduire la guerre napoléonienne en Espagne. Les ressources ne le permettent pas. Les infrastructures, surtout routières, ne le permettent pas. Et je suis surpris que ça a étonné peu de gens. Napoléon fait une campagne éclair en 1808 en Espagne. Revient en 1809, pourquoi? À cause de la menace autrichienne. Fait une campagne très difficile contre l'Autriche. Et après, en 1810-1811, il ne se passe plus rien, militairement. Napoléon ne retourne pas en Espagne. Parce qu'il sait très bien que tout ce qui est lié à son mythe du sauveur, tout ce qui est lié à ce général exceptionnel qui gagne des victoires comme Iéna, c'est impossible en Espagne. Il le sent bien. Parce qu'il n'a pas les moyens non plus de mener ce type de guerre sur deux fronts. C'est-à-dire que la guerre napoléonienne, c'est-à-dire la conduite napoléonienne de la guerre, il lui faut les régiments de cavalerie lourde, il lui faut les réserves d'artillerie, il lui faut un ensemble. Et ça, c'est un autre problème qu'on va retrouver par exemple avec l'Allemagne, c'est que la France, elle peut mener cette guerre que sur un front à la fois. Vous avez l'Espagne qui n'est pas adaptée à cette guerre, on ne va pas y enfourner le principal de l'armée française. Pendant toute la campagne d'Espagne, vous n'aurez qu'un seul régiment de cuirassiers, le 13e, en Espagne. Un seul. Parce qu'il n'y a pas les ressources, parce que le réseau des routes ne le permet pas, et parce que l'espoir d'une campagne rapide avec un résultat dit décisif, avec toutes les réserves que je mets autour de ce terme, n'existe pas. Mais surtout, ça nous démontre une chose, c'est que tout le rêve du 19e siècle, voire du début du 20e siècle, de régler une guerre en une campagne, en une bataille, à nouveau, une bonne lecture des guerres napoléoniennes aurait tendance à prouver qu'il ne fallait pas chercher ça chez Napoléon, parce qu'on ne trouve pas ça chez Napoléon. Merci. Bien, tout à fait passionnant. Effectivement, les textes de Clausewitz sur l'affaire de 1806, qui ont été regroupés sous le titre « Notes sur la Prusse dans la grande catastrophe », si je ne m'abuse, sont en plus, à la différence des autres, ce sont des beaux textes. Oui. Il y a un souffle. Là où les autres textes sont plutôt techniques, quand même, et froids. Là, c'est splendide. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait parler, par exemple, de campagne d'Europe centrale, avec à l'intérieur l'opération de 1805, l'opération de 1806. Alors, il y a plus approprié. Ça serait quasiment, à mon sens, c'est plus approprié dans le sens où Austerlitz ne mène pas, justement, comme on l'a vu, à la paix avec la Russie. Ouais, donc on est à un moment de calme, parce que les forces sont séparées, il n'y a pas de point de contact. Ouais.
Mais il n'y a pas de paix, donc il n'y a pas de bataille décisive. Et surtout, et toujours, parce que les Anglais ne sont pas présents sur le continent, on les oublie. Oui. Mais la coalition, à la base, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, justement, en 1806, nous sommes en train de discuter, mais il n'y a pas de solution avec eux. La guerre continue. Mais il y a le fait de ne pas avoir ces campagnes et ces batailles donne l'impression qu'on est dans une période de... Non, non, il y a une guerre qui est continue. Oui, absolument. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Général Fouillou. D'abord, merci pour une conférence brillante sur un sujet difficile. 2 ou 3 remarques et puis après j'aurai 2 questions. Pour les campagnes, au moins une première réponse sur laquelle je suis sûr, pour moi 1806 et 1807, c'est une seule campagne. Alors après, je penserais plutôt à une guerre avec plusieurs campagnes, Oui. mais enfin, bon, passons. Moi, je suis d'accord que 1806-1807, c'est une seule campagne continue. Au début, vous avez signalé que Napoléon s'intéressait plus aux armées russes qu'aux armées prussiennes. Moi, ça me semble normal. La Russie, c'est son ennemi futur suivant. Donc, la Prusse, en gros, il se dit, je ferai mon affaire, je verrai ça après. Inquiétons-nous d'abord de me couvrir, au moins par le renseignement, face à l'ennemi futur. Et puis, une fois que là, j'y vois plus clair, je m'intéresse à l'ennemi immédiat. Ça me semble, au point de vue raisonnement, ça me semble logique. Oui, mais simplement, il ne s'intéresse pas il ne demande pas de renseignements. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé, dans cette période-là, de demande de renseignements sur l'armée russe. Il s'en inquiète d'un point de vue politique, surtout. C'est-à-dire, ce qui le frappe le plus, c'est pas il n'écrit pas réellement sur la mobilisation prussienne. Il dit, s'en fout, ils vont s'arrêter. Ce qui l'inquiète, c'est plus la non-ratification. Mais par contre, militairement, il ne s'en inquiète pas encore. Il y a un peu une forme de décalage, là. Mais à mon avis, il sait que des renseignements militaires si loin, c'est difficile à obtenir. Donc, il déduit les renseignements militaires dont il a besoin des renseignements politiques. Oui. À mon avis, c'est comme ça que... Alors le problème, c'est que là, nous n'avons, pour ce qui se passe là, étant donné que c'est un état-major à lui tout seul, nous n'avons pas d'archives. C'est un grand manque. Et puis après, que soit l'ennemi futur permanent, vous voyez, l'Angleterre, ça on en a déjà parlé, je suis bien d'accord. Autre remarque, la France à l'époque, le territoire français, est le seul territoire qui est couvert par une carte avec une échelle et qui couvre tout le territoire. Ce qui fait que Napoléon se trouve dans des pays où il a sans doute beaucoup de cartes, puisque dans son PC mobile, il y a une berline entière, à 6 chevaux je crois, qui est pleine de cartes. Mais il est évident, sur un pays comme l'Allemagne, il lui manque en permanence des cartes. Et ce qui est intéressant, moi j'ai plus étudié d'autres campagnes que celle-ci, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, quand il fait ses demandes de renseignements, il s'adresse bien à tel ou tel type de spécialiste, ou à telle personne, ou à tel type de régiment, les géographes, les gens du génie, etc., avec des renseignements chaque fois très précis. Très précis. Il sait bien, et quelquefois des renseignements complémentaires à l'un et à l'autre, mais il donne à chaque corps de métier, entre guillemets, il demande bien un modèle de renseignement. Oui, alors, et ce qui fait qu'en particulier, ça va être encore pire en Espagne, alors là, il va s'engager en 1808 sur un terrain où les questions géographiques qu'il pose sont époustouflantes. Il part sur un terrain où il ne sait rien. Alors que quand même en Allemagne, il en sait un peu parce qu'on a quelques cartes, et d'autre part, on a un passé de combattants dans ces régions, effectivement. Mes questions. Est-ce que, comme pour d'autres campagnes, il avait établi une ligne télégraphique de Paris vers quelque part une ville frontière pour gagner du temps sur ses liaisons avec Paris, et ensuite de cette ville frontière, comment était établi le système de transmission entre guillemets. Et autre question, est-ce que lors de l'engagement, de la campagne, chaque corps d'armée avait une ligne d'opération, vous avez montré que chaque corps d'armée avait un itinéraire d'engagement différent, Oui. mais est-ce que chaque corps d'armée avait une ligne d'opération différente et une base différente? Non, il y a une base. Alors pour le télégraphe, il a utilisé les lignes télégraphiques existantes déjà, parce que nous sommes quand même sur
les forces françaises, on est très très loin, très très près des bases en fait, parce que les forces françaises sont déjà en Allemagne. Ce sont celles qui ne sont pas revenues de 1805. Donc tout le système est... Par contre, ce qui est intéressant, contrairement à 1809, je pense qu'il n'a pas poussé la ligne télégraphique à fond, parce que c'est ce que je vous disais, le courrier mettant encore 5 jours vers Munich. Donc ça a tendance... Je n'ai pas trouvé de trace d'une volonté de tirer cette ligne télégraphique particulière, qu'on aura par contre pour à peu près le même secteur en 1809. Et sinon, sur la base, oui, il n'y en a qu'une. C'est réellement, vous avez une ligne d'opération pour la Grande Armée. C'est une ligne d'opération pour la Grande Armée. Ce n'est pas une multiplication de lignes. Par contre, après, de ces points importants, alors après, je ne rentrerai pas dans les discussions qui, paraît-il, quand Napoléon en discutait à Sainte-Hélène, ça lui donnait mal à la tête. Il ne comprenait pas les bases d'opération, etc. Il trouvait qu'on cherchait à pinailler sur les termes. Je pense aussi qu'on pinaille. Après, ça devient « je suis jominien, bulowien », etc. Mais il y a une... En fait, le principe, c'est vous avez votre territoire. À partir de ce territoire, j'étire une ligne sur lesquelles j'ai des places fortes ou places protégées contre les coups de main qui permettent de... Ce qu'il décrit bien, c'est en 4 jours, sans prendre de risque, j'ai mes convois qui arrivent à Würzburg. Et après, la veille d'Iéna, il s'occupe déjà, comme il a un peu avancé, il a avancé pendant 3 jours, il s'occupe déjà d'installer un autre point, dont je ne me souviens pas du nom. Mais il installe déjà, la veille de la bataille, lui, il s'occupe dans un courrier d'installer un point qui va lui permettre à nouveau, mais il n'y en a qu'un seul pour l'ensemble de l'armée. Il partait du principe qu'il n'en fallait qu'un seul pour n'avoir qu'une seule ligne et un seul point à protéger. Ça, on le retrouve dans certains de ses écrits, c'est que s'il avait développé ces points, ça lui aurait fait une largeur, une profondeur de terrain, une largeur de terrain à protéger beaucoup plus forte. Néanmoins, ça me permet d'aller vers autre chose. Il faut peut-être voir un rapport avec la conduite de la guerre plus moderne. Cette ligne, il l'a créée lui-même, mais c'est une façon de voir la guerre en termes d'opération qui sera rendue obligatoire avec le chemin de fer ensuite. C'est-à-dire que là, c'est une ligne de l'esprit qu'il crée, et que dans les guerres à venir de masse, cette ligne, elle sera inscrite dans le terrain parce que ça sera les chemins de fer. Et ça, c'est quelque chose qui fait que la conduite de la guerre par Napoléon, sachant que quand même il manque un élément important par rapport aux guerres contemporaines, c'est les fronts continus. Là, on n'a pas de front continu. C'est ce qui lui permet de faire sa manœuvre inimaginable ensuite avec les fronts continus. Et déjà un élément qui présuppose. Et là encore, ce n'est pas Napoléon qui invente. Napoléon a lu Lloyd. Et Lloyd est un élément, est quelqu'un qui a déjà commencé en termes théoriques à apporter des éléments fondamentaux sur le principe des lignes d'opération. J'ai encore 2 questions. Je vais demander de les synthétiser au maximum, et y compris les réponses d'ailleurs, parce qu'on doit libérer la salle. D'accord. Oui, bonsoir, colonel Lermette. Merci pour cette passionnante démonstration, je dirais, pour un béotien comme je suis. Je voudrais que vous reveniez un peu plus précisément sur l'attitude de Bernadotte que vous avez mis en exergue, savoir pourquoi finalement il n'est pas venu en soutien. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu? Est-ce que vous pouvez expliciter un peu mieux ce qui s'est passé? Merci. Alors à la base de l'attitude de Bernadotte, comme d'habitude, il y a un ordre. Alors contrairement à Waterloo, on l'a, l'ordre écrit. En fait, je ne le connais pas par cœur. Je vais vous en donner l'ordre faisait que on donnait la veille vers Davout en disant le maréchal Bernadotte, s'il est avec le général Davout, ira en concert avec lui dans le mouvement. Mais j'attends que le maréchal Bernadotte soit, comme je l'attendais de lui, à Dornbourg. Donc après, l'ordre n'est pas très clair. Donc s'il fait que Bernadotte, il en a pris ce qu'il avait envie. C'est-à-dire, il a dit, plutôt que de partager la gloire avec Davout, à nouveau, il a fait preuve de son caractère. Alors les ennemis de Bernadotte vont le dire comme ça, les autres vont dire, mais non, il a appliqué l'ordre, donc ce n'est pas de sa faute. Et comme disait Napoléon,
Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui à Austerlitz, il ne s'est pas très bien comporté à Wagram, à Auerstedt non plus, ça fait beaucoup de... Et puis même quand il était contre nous, il n'a pas été un foudre de guerre non plus, je pense que Bernadotte était plus un politique qu'un militaire dans ce sens-là. Donc cet ordre étant imprécis, dont là je parle à nouveau du défaut du système lui-même, il a été interprété. Et étant interprété, Bernadotte a dit « je comprends l'esprit de l'ordre, l'esprit c'est pas celui-là ». Donc en plus, il prend une route qui va l'amener plutôt vers Iéna, une route difficile où il va croiser la route de la réserve de cavalerie, que lui-même va retarder parce qu'il va obliger la réserve de cavalerie à prendre un autre chemin qui est encore plus difficile, mais il va dire « moi je suis couvert par les ordres ». Mais c'est une façon de lire l'ordre. Les gens qui n'aiment pas Bernadotte disent « c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il y a écrit dans l'ordre ». Le problème c'est que l'ordre n'est pas précis. Et c'est souvent le cas avec Napoléon, où l'ordre, c'est-à-dire on retient toujours de Napoléon « je décide tout, il n'y a que moi qui vois », mais les ordres laissent quand même une très large initiative aux subordonnés. Simplement, il faut avoir des subordonnés à la hauteur. Et vous avez un nez qui, malgré les ordres, part toujours bille en tête, et à Iéna a manqué de se faire écraser parce qu'il est arrivé et au fur et à mesure des troupes, il n'a pas attendu d'aligner tout ça un minimum. Il a manqué de se faire écraser. Puis vous avez un Davout qui est le summum de l'initiative, etc., pendant toute sa carrière. Je pense que le système de guerre napoléonien demandait des subordonnés de très haute qualité, mais qui devaient peut-être un peu mal vivre la manière de commander en termes humains de Napoléon. Et on sait très bien qu'à partir de la Russie, les rapports entre Napoléon et Davout se sont tendus. Et en fait, la tension a peut-être commencé ce même jour en Iéna, quand il s'est rendu compte que Davout avait gagné quasiment avait gagné une plus belle victoire que Napoléon sans lui et tout seul. Ça a un peu fait ombrage à la gloire de l'empereur. Oui, dernière question. Juste, quand vous évoquez la concentration sur l'aile droite, vous dites qu'il ne motive pas, dans les écrits, en tout cas dans les ordres, etc., il n'y a pas de pourquoi. C'est vous qui vous dites, on tire, enfin vous et toute l'historiographie derrière, avant, en conclut qu'il y avait une concentration là, symétrique, qui permettait de couper, etc. Oui. Mais ça, il ne dit pas. Alors, il ne dit pas pourquoi il choisit de faire cette concentration. Il ne dit pas pourquoi il choisit. Mais est-ce qu'on ne peut pas émettre l'hypothèse que c'était tout simplement parce que c'était le point le plus proche de l'ensemble des corps qui étaient, comme vous disiez tout à l'heure, encore en Allemagne. Si, on peut. Moi, j'aurais tendance à le dire. Mais là, agissant en historien pur et dur, je vous dis, je n'ai pas un document qui me le prouve. Néanmoins, on sait qu'il a prévu cette manœuvre, mais les bases conceptuelles de la manœuvre, on ne les a pas. Non, mais à aucun moment, il dit je concentre à droite parce que je veux couper les lignes. Il dit je concentre à droite pour avoir le maximum de force concentrée pour taper. En fait, c'est un peu de l'ordre oblique au niveau opératif, pas stratégique. C'est de l'ordre oblique au niveau opératif. Et parce que aussi je vise Berlin. Ah oui, il y a quand même ça. Oui, il y a quand même ça. Je vise Berlin. Voilà. Mais après, de savoir s'il avait pensé à d'autres... Je veux dire, on a toute la pensée de cette manœuvre-là, de cette opération, mais on ne sait pas s'il avait réfléchi à d'autres types d'opérations possibles. Ça, on ne le sait pas. On a les détails sur cette opération, mais on n'a pas les détails à la base de la conception de cette opération. C'est pourquoi je choisis cette opération plutôt qu'une autre. Par contre, sur cette opération, on a tous les détails grâce à tout ce qu'il a écrit. Merci. Bien. Bon, on va clore là. Merci à tous. Merci à Patrick pour cette passionnante conférence. J'ai moi-même bien appris. On va en reparler de toute façon. Donc rendez-vous le 19 mars prochain, même heure, même adresse, Amphi de Bourset, 18h, 19h30. Nous avancerons dans le temps et nous sauterons directement à la Seconde Guerre mondiale, et où nous parlerons des opérations de 1942 en Afrique du Nord, en Libye, avec un petit clin d'œil bien évidemment, en étudiant en quoi certaines de ces opérations en Libye, un peu comme aujourd'hui, ont été faites, certaines actions militaires en fait étaient faites dans un but éminemment politique. Comme quoi la tactique et le combat, les opérations ne sont pas quelque chose de totalement distinct.
du politique et du stratégique. Voilà, merci encore et donc au mois prochain. Bonsoir. Ouais, et toi ?